Je n'ai pas toute la connaissance, je n'ai pas la vocation de vous servir la vérité toute cuite. Je revendique le droit à l'erreur. Je ne suis pas en opposition et je ne cherche pas à diviser ni à mettre en opposition les uns et les autres. Je suis en résistance contre un système qui nous soumet, qui nous rend malades, qui nous rend bêtes et nous déshumanise. Dans cet épisode, nous allons surtout aborder des questions existentielles importantes. Même si ces domaines métaphysiques vous touchent un peu moins, vous y apprendrez pas mal de choses. Et puis, je vous réserve quelques perles dans la foulée, histoire de, après tout, comme on dit, il n'y a pas de mal à se faire du bien, et quand c'est la NASA qui régale. Alors, eh bien, rentrons dans le vif du sujet. Il est temps pour moi d'essayer de vous transmettre ma façon de voir la Terre. Puisque, comme je vous l'ai dit, je pense qu'elle n'est ni plate, ni ronde. Mais avant ça, il faut que je vous raconte une petite histoire. C'est l'histoire de Jacques Bergier, auteur français, né en 1912, très respecté par le camp des moutons récalcitrants, mais aussi par les autres d'ailleurs. Avant la guerre, il est ingénieur chimiste. Il a fait ses études à la Faculté des sciences de Paris et à l'École nationale supérieure de chimie. Licencié S-Sciences, il se consacre à la recherche scientifique, notamment à la chimie nucléaire. L'aventure poétique dans laquelle nous sommes aujourd'hui embarqués, voilà maintenant un vivant qui va vous en parler. Jacques Bergier, spécialiste de physique nucléaire, certificat de service exceptionnel délivré par le président Truman, décoré par la France, décoré par la Russie, membre de l'Académie des sciences de New York, savant, vulgarisateur, poète, expert en réalité, parce que la réalité est fantastique. Jacques Bergier, depuis 5 ou 6 ans que nous travaillons ensemble, je crois, vous n'avez jamais cessé de m'étonner par l'étendue et par la variété de vos connaissances. Vous êtes la plus grosse tête chercheuse que j'ai jamais rencontrée. Et des savants, des philosophes, des journalistes, des vulgarisateurs font appel constamment à l'énorme bibliothèque qu'il y a dans votre crâne. Bref, du lourd le monsieur. La guerre éclate, son destin bascule. Jacques fera le parcours parfait du héros de la Seconde Guerre mondiale. Il entre en résistance. On raconte que c'est son réseau à Lyon qui est à l'origine du bombardement de la base d'expérimentation de Pinmude, où les nazis et Werner von Braun testaient les fameuses fusées V2. Il sera arrêté par les Allemands, torturé à de nombreuses reprises et déporté en Allemagne jusqu'à la fin de la guerre. Après la guerre, agent secret, il aurait dirigé la branche française du Centre interarmé de contre-espionnage allié et il aurait également fait partie des services britanniques de contre-espionnage. Alchimiste à ses heures, Jacques Bergier est un libre penseur, original, et il est plutôt bien informé. Il a ses entrées dans de nombreux cercles. Il avait aussi d'ailleurs un accès direct à Charles de Gaulle et côtoyé les plus hauts sommets de la science de son époque. Il entretient évidemment de très nombreuses amitiés avec des savants et auteurs du monde entier, et parmi eux, eh bien quelqu'un que nous connaissons bien, lié à l'histoire ou, devrais-je dire, au spectacle de la conquête spatiale, un certain Arthur C. Clarke, auteur de 2001, l'Odyssée de l'espace, qu'il rencontre dès 1941. Plat ou rond, une chose est sûre, le monde est petit. Et voici donc ce que nous dit avec une sorte de légèreté toute d'intelligence notre ami Jacques à propos de la planète bleue en 1974 dans son livre « Visa pour une autre Terre ». Je cite « L'on trouvera dans les illustrations de ce livre la reproduction d'une carte du monde datant du XVIe siècle.
Elle représente une région connue et tout autour des ténèbres peuplées de monstres. Nous sommes tous tout à fait sûrs que nous sommes beaucoup plus forts que ceux qui ont dressé ces cartes. Nous sommes tout à fait sûrs qu'il n'y a pas sur Terre de continent ou même de grande île inconnue. Nous sommes sûrs que nos beaux globes terrestres représentent notre planète telle qu'elle est. Eh bien, je n'en suis plus tout à fait certain. Je me souviens très bien encore de l'époque, il y a une dizaine d'années, où je me moquais de René Guénon, lorsque celui-ci affirmait que la géographie de la Terre est beaucoup moins bien connue que le dit la science, qu'il y a des régions où l'on peut aller et on peut revenir, mais qui ne sont pas représentables sur la carte. Je m'en moque moins depuis mai 1970, époque où j'ai appris de la bouche d'un éminent représentant de l'autorité spatiale américaine que sur 250 000 photos de la Terre prises par des satellites artificiels, une seule montre des traces de l'activité humaine. Ce chiffre a été confirmé officiellement. Arthur C. Clarke le cite dans son plus récent ouvrage et la NASA a même publié une brochure intitulée « Y a-t-il des traces de vie sur Terre ?» De sorte que je ne ricane plus sur la tradition sur Avalon et sur Tirnam-Béo, sur le royaume du prêtre Jean, sur la géographie sacrée. J'estime qu'il y a une possibilité pour que ces idées ne soient pas des légendes et pour que la belle forme ronde de la Terre ne constitue qu'une seconde approximation, la forme plate étant la première. Mais comment serait-il possible que la Terre ne soit pas ronde ? Il est difficile de répondre à cette question sans rentrer dans des mathématiques extrêmement compliquées. Mais disons tout de même que les mathématiciens connaissent ce qu'ils appellent des surfaces de Riemann, qui sont composées d'un grand nombre de couches qui ne sont ni les unes au-dessus des autres, ni les unes au-dessous des autres. Elles occupent simplement le même espace, un espace plus compliqué que l'espace que nous concevons habituellement, un espace qui ne peut être décrit que par des fonctions d'une variable complexe. Quelle mouche a piqué ce Français qui se permet ici de lâcher des secrets américains très sensibles, secrets qu'il tient de confidence de ses vieux amis de la Résistance et qui sont des hauts initiés de la NASA. Car c'est exactement ce que fait notre ami Jacques. Sans en avoir l'air, il nous livre un secret inavouable, celui de la forme du monde dans lequel nous nous trouvons. Et depuis quand a-t-il remis en question la forme ronde de la Terre ? Il nous dit que c'est depuis mai 1970, c'est-à-dire moins d'un an après la controverse des missions Apollo 11. Et voici ce qu'ajoute Bergier quelques lignes plus loin. Si la Terre est une surface de ce genre, si fantastique que cela puisse paraître, il est possible qu'il y ait des régions inconnues, inaccessibles normalement, qui n'existent pas sur un globe ou sur une carte, mais qui existent pourtant en réalité. Nous n'en soupçonnons pas l'existence, pas plus qu'on ne soupçonnait l'existence des microbes ou des radiations invisibles du spectre lumineux avant qu'on ne les découvre. L'idée, bien entendu, paraît fantastique, comme d'ailleurs toute idée nouvelle. Je ne la présente pas comme une révélation. Comme toutes les idées contenues dans ce livre, je la présente comme un jeu de l'esprit, une façon d'aller au-delà des frontières ordinaires de notre imagination et de s'élargir les idées. Alors, la dernière phrase est très révélatrice. Le fait que Jacques Bergier se sente obligé de préciser que cette idée n'est pas une révélation mais un jeu de l'esprit est pour moi un aveu. C'est ce qu'on appelle une précaution d'usage, auquel tout auteur a recours lorsqu'il sait qu'il est en train de jouer avec le feu et que les informations qu'il ne peut pas s'empêcher de lâcher, tellement ça le démange, le placent sur une frontière trouble et dangereuse qu'il n'est pas prudent de franchir. Je vous rappelle que le livre paraît en 1974, à peine 2 ans après la fin des missions Apollo. Ce que Bergier semble nous confier comme un jeu, sur un ton badin même, il le tient de ses amis et sans doute de son vieux camarade de combat Arthur C. Clarke, lequel était, on le sait bien, directement informé des secrets les plus sensibles de la NASA. Que nous dit encore Jacques Bergier sur la Terre ?
Les seuls documents réellement scientifiques que l'on possède sur la question, ce sont les 250 000 photos de la NASA qui ne montrent pas la Terre telle que nous la connaissons. Le phénomène paraît commencer vers 300 km d'altitude et s'accentuer davantage vers 1000 km. Tantôt, on ne retrouve pas les continents, tantôt on en voit d'autres. Une photo particulièrement curieuse recouvre l'emplacement de la grande ville industrielle américaine de Détroit. Aucune de ces photos n'a été jetée, elles sont toutes dans les archives de la NASA et peuvent être consultées. À mon avis, ici c'est un appel. Jacques Bergier ne comprend pas très bien ce qu'il doit interpréter des photos qu'il a vues ou qu'on lui a décrites. Mais il nous invite à aller y regarder de plus près. Vraisemblablement, il n'est pas totalement initié au secret et il ne soupçonne pas l'inimaginable. Il n'est pas loin de la vérité lorsqu'il ajoute « Il paraît certain que les astronautes voient infiniment mieux que l'on aurait cru, infiniment mieux même que les lois de l'optique leur en donnent le droit. Les croquis faits par les astronautes devraient aussi être examinés avec soin, surtout lorsqu'ils montrent des villes que l'on ne retrouve pas. » Personnellement, ces croquis dont parle Bergier me font penser aux croquis réalisés par Thomas Pesquet alors qu'il était sur Soyouz en route pour l'ISS. J'ai toujours été intrigué par la motivation de ces croquis. Pourquoi ne pas prendre des photos, tout simplement? Entendons-nous, la question n'est pas de savoir ici si Thomas Pesquet a rejoint l'ISS. Je m'interroge sur ces histoires de croquis déjà présents, donc dès le début de la conquête spatiale. Lui a-t-on demandé de faire des croquis car c'est le seul moyen d'obtenir une représentation conforme de la Terre lorsque on s'élève au-dessus d'une certaine altitude? Les appareils photo étant, pour je ne sais quelle raison, inopérants? C'est une question qui vient légitimement à la lecture de ce passage. Ces croquis sont d'autant plus curieux de la part d'un Thomas Pesquet qui allait, une fois à bord de l'ISS, se métamorphoser en expert de la photographie. Et Jacques Bergier, de conclure, « Tout ce que j'espère, c'est qu'un certain nombre de lecteurs regardant un globe terrestre concluront peut-être que ce n'est pas le dernier mot de la science. » Pas mal de gens se sont moqués de l'image d'un monde à la Pac-Man que je proposais lors d'un épisode des Rendez-vous avec Rock. À la décharge des moqueurs, je n'avais pas pris la peine ni le temps de développer cette idée et il n'est pas évident de comprendre ni d'intégrer certaines notions liées aux autres dimensions et autres mondes invisibles. Mondes dont beaucoup ignorent non seulement les interactions avec notre réalité, mais aussi carrément se refusent d'admettre l'existence. Je savais, en affirmant que nous étions dans une réalité 2D et que nous projetions notre réalité 3D à l'intérieur de nous, dans nos consciences, et que via notre ADN, notre cerveau décryptait les informations sous la forme d'hologrammes pour restituer un monde en relief, je savais que j'allais m'exposer à l'incompréhension et à la moquerie. Pourtant, on ne peut ignorer ce débat du principe holographique. De nombreux travaux scientifiques publiés suggèrent que dans les premiers stades de l'univers, notre monde fut projeté en 3 dimensions à partir d'un hologramme à 2 dimensions. La théorie de la Terre plate est pertinente dans le sens qu'elle nous oblige à nous poser des questions existentielles qui touchent à l'espace et au temps. Où sommes-nous? C'est-à-dire, dans quoi sommes-nous? C'est la question du contenant, car pour qu'il y ait quelque chose, il faut bien que cette chose soit contenue quelque part. Alors si je peux dire que je suis dans ce studio, que ce studio est à Paris, que Paris est en France, etc., au bout du bout, il me faut bien admettre que la question impose une réponse fractale. Concernant le problème du temps, voici la question. Quelle est l'origine des choses? Dans ce monde 3D, tel que nous le percevons avec nos 5 sens, il faut bien qu'il y ait une origine, une cause à toute chose, un précédent. Et là encore, nous débouchons sur la réponse fractale des 2 miroirs qui se font face. Cela nous prouve que nous vivons dans une réalité où l'essentiel est invisible pour les yeux.
Ce n'est pas un monde de matière, contrairement aux apparences. C'est un monde de fréquences, d'ondes, d'énergie et d'information. Et partout où l'on se penche, on retombe toujours sur ce même questionnement qui nous désarçonne. Comment expliquer par exemple le fonctionnement d'un objet aussi quotidien et banal qu'un ordinateur? Comment concevoir que des cartes, des puces, des circuits et des diodes, de la matière en somme, soumise à des impulsions électriques, tout comme notre cerveau, puissent à ce point imiter et servir d'extension à notre intelligence? Et je ne parle même pas ici de notion de temps. Car comment comprendre que cette technologie, sortie de nulle part, ait pu, en seulement quelques décennies, connaître un tel bond en avant? Mais avant, pour vous expliquer vraiment à quoi ressemble la Terre, souvenez-vous de ce que disait Jacques Bergier. Il est difficile de répondre à cette question sans rentrer dans des mathématiques extrêmement compliquées. Mais disons tout de même que les mathématiciens connaissent ce qu'ils appellent des surfaces de Riemann. Alors, pour vous dire ma façon de concevoir la Terre, je suis obligé de vous parler, moi, des Sims, de Pac-Man. Je suis obligé de vous expliquer en quoi consistent ces surfaces de Riemann. Et puis, il faut que je vous raconte une autre histoire, une histoire de mathématiques, car finalement, tout est mathématique dans ce monde, et je n'invente rien, ils sont très nombreux avant moi à l'avoir remarqué. C'est l'histoire d'un homme
hors norme, hors du commun, un homme d'exception, John Forbes Nash. Des mathématiques. En 1928, Nash va connaître une carrière mathématique fulgurante de tout premier plan au sein des laboratoires les plus prestigieux. MIT, Courant Institute, Princeton. Ses publications dès les années 50 feront sa renommée dans le monde des mathématiciens du XXe siècle. Nash a travaillé dans le domaine de la théorie des jeux, ce qui lui vaudra son prix Nobel d'économie. Mais ce n'est pas ici ce qui nous intéresse. En fait, en 1953, alors qu'il est encore un très jeune et impétueux mathématicien à qui ses collègues veulent rabaisser le caquet, il est mis au défi de résoudre un problème géométrique qui jusque-là a résisté aux assauts des meilleurs, le problème du prolongement isométrique des variétés riemanniennes. Et là où tous les autres vont échouer avant lui, Nash va réussir. Autrement dit, il va comprendre avant tout le monde et schématiser la forme mathématique la plus proche de ce à quoi ressemble la Terre. Seulement, problème. Quelques années plus tard, en 1959, il fait une première crise de schizophrénie paranoïde aiguë. Il déclinera par lettre un poste de professeur à l'université de Chicago en déclarant qu'il s'attendait à bientôt être nommé empereur de l'Antarctique. L'Antarctique, décidément. Le continent le plus mystérieux de la planète. Enfin, en tout cas pour les platistes, c'est le pourtour du disque plat. Et pour l'amiral Byrd, une porte vers d'autres terres inconnues, immenses et aux ressources inépuisables. Durant 9 ans, il va subir les pires traitements psychiatriques de l'époque. Électrochoc, mais aussi et surtout la terrible thérapie de choc à l'insuline. Que vous appreniez tout à coup. Au-delà de ça, faut-il s'étonner du fait que l'homme qui, par abstraction mathématique, a vu la Terre le premier, en approchant sa forme véritable au plus près, faut-il s'étonner que cet homme ait été frappé dans la foulée d'une telle maladie? En effet, la sublime connaissance ne reste jamais impunie. Au bout de 9 ans, Nash va finalement apprendre à vivre avec sa maladie dans une extrême pauvreté. Puis, en 1990, il va connaître une guérison spontanée qui sera définitive dans le milieu de la décennie. Il reçoit son prix Nobel en 1994 pour ses travaux réalisés 40 ans plus tôt. Puis en 2015, il reçoit le prix Abel et il meurt moins d'1 mois plus tard dans un accident avec son épouse. Il y a des destins difficiles et certaines découvertes interdites se payent au prix fort. A-t-il payé pour voir, pour avoir vu ce qu'il ne devait pas voir? Ce que Nash a résolu, il a résolu le problème du tore carré plat, tout simplement. Vous savez, Pac-Man. Enfin, pas tout à fait Pac-Man, mais d'autres personnages de jeux électroniques qui, vous savez, sortent d'un côté de l'écran et réapparaissent de l'autre côté aussitôt. Haut, bas, droite, gauche et vice-versa. Pac-Man, quant à lui, le pauvre ne peut se déplacer qu'à travers 2 côtés de l'écran. Il est bloqué en haut et en bas par des barrières infranchissables. Dans le cas du tore carré plat, les personnages peuvent sortir et réapparaître par les 4 côtés. Cette configuration de déplacement des personnages de jeux vidéo n'est pas logique et n'a pas de sens dans notre réalité. Eh bien, Nash a donc réussi à recomposer la forme exacte, la forme réelle et respectant la logique qui emprisonne ces personnages dans les déplacements tels qu'on les voit. C'est comme s'il avait réussi à déformer l'écran plat pour l'introduire dans la 3e dimension de façon à reconstituer concrètement les jonctions nécessaires à la continuité du déplacement d'un être bidimensionnel enfermé dans un tore carré plat. Donc, vous l'avez compris,
Cela consiste dans un premier temps et en toute logique à rejoindre le haut de la feuille avec le bas et à coller les deux côtés ensemble. La forme qui se dessine est celle d'une bouée. Sauf que cette transformation en forme de bouée impose un inconvénient majeur. La forme ne respecte pas les dimensions originelles de l'écran carré plat. En conséquence, le personnage qui sortirait par le côté droit ou gauche disparaîtrait un petit moment avant de réapparaître de l'autre côté du fait que l'écran carré ne peut afficher les zones d'allongement des distances que l'on constate sur les côtés. La bouée ne donne donc pas une représentation fidèle du tore carré plat. Un laps de temps s'écoule avant qu'il ne réapparaisse. Comment régler ce problème des distances faussées? Autrement dit, comment représenter un tore carré plat sans déformer les longueurs? Et sachez que cet exemple n'est juste qu'un des aspects du théorème que Nash était au défi de résoudre. Et il va être si brillant qu'il va bouleverser complètement les certitudes que les mathématiciens s'étaient forgées sur le sujet des plongements isométriques. Dans les années 50, on sait donc, grâce à Nash, qu'il existe une infinité de représentations respectant les longueurs du tore carré plat. Mais on est incapable d'en dessiner une seule. Il faudra attendre bien des années plus tard et recourir à l'ordinateur pour qu'une équipe réalise enfin un programme qui nous permette de reproduire la vision à la fois infinie et fractale de la réalité telle que Nash la concevait. Toujours selon moi, la Terre que nous connaissons serait juste une fractale d'un plus grand ensemble, une onde et des milliards de fréquences qui tourneraient en permanence sur elles-mêmes à la façon d'un tore. Nous évoluons donc dans une réalité riemannienne, sauf que pour nous, les accès au sud et au nord, c'est-à-dire en bas et en haut de notre écran, nous sont strictement interdits à cause des barrières des pôles. Et c'est d'ailleurs ce qui nous rapproche de la situation de Pac-Man. Tous les 1000 ans, nous avons fait un tour sur nous-mêmes et il se produit ce que j'appelle le blackout. Tout le système sur la Terre est remis à zéro. Bon, ça calme un peu tout ça. Je vous vois froncer des sourcils derrière vos écrans, les paupières qui sont lourdes, les dents qui se touchent plus. On va passer, je vous rassure, à des questions plus piquantes et plus factuelles. دمتم طيبين ونشكركم على المتابعة. مع تحيات قناة واقع اليوم رياليتي توداي. نأمل بأن تدعمونا باللايك والسبسكرايب، فذلك يدفعنا لعمل المزيد من هذه الأفلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.